Thomas Soto. Il est devenu le favori de la présidentielle. Mais qui est vraiment Emmanuel Macron? Le candidat En Marche est donc l'invité de cette 6e matinale de la présidentielle sur Europe 1. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Bienvenue. Peut-être d'ailleurs devrais-je vous dire bonjour Jean-Claude Van Damme. C'est Marine Le Pen qui vous surnomme comme ça. Oui, mais écoutez, je lui laisse l'appréciation de cette comparaison. On me l'avait encore jamais fait. Vous savez pourquoi? Elle dit on comprend rien à ce qu'il dit, à ce qu'il veut, mais lorsqu'on comprend ce qu'il dit, c'est assez inquiétant. Oui, mais Bon, écoutez, moi le pire c'est que je comprends ce que Marine Le Pen dit. Je me bats contre parce que c'est objectivement inquiétant et c'est malheureusement trop clair. Bon, donc on va essayer en tout cas d'être clair et précis ce matin. Et pour commencer, on va parler de vous, si vous voulez bien. Vos adversaires font de vous le candidat de la finance, le candidat des forces de l'argent, le candidat de Servier des laboratoires pharmaceutiques. Que leur répondez-vous, Emmanuel Macron? J'ai répondu point par point à toutes ces allégations. Si j'étais dépendant de quelque intérêt que ce soit ou de conflit d'intérêts, je serais déjà devant le juge. Puisque, vous savez, moi, depuis que je suis rentré dans la vie politique, on ne m'a jamais épargné. Et c'est très bien ainsi. Donc, les forces de l'argent, je les ai connues. Je les ai quittées. J'en suis libre. Et si vous êtes président, vous serez... Oui. Beaucoup plus que d'aucuns. Les laboratoires pharmaceutiques, je n'ai jamais dépendu d'eux. Il y a eu dans les groupes de travail sur la santé qui se sont réunis autour de moi, un professeur de médecine, d'ailleurs Jean-Jacques Mourad, mais dont les mérites sont reconnus et qui est véritablement quelqu'un qui a d'immenses qualités professionnelles, qui avait été amené à travailler avec Servier. pour Servier, enfin qui a eu des contrats par ailleurs à côté qu'il n'avait pas signalés. Quand il les a signalés, lui-même a quitté d'ailleurs ce groupe de travail et ça n'a influencé en rien les mesures. Et j'ai d'ailleurs, ce que je crois aucune autre formation ne fait, mis en place un système de déontologie où l'ensemble des experts, toutes celles et ceux qui apportent même une contribution minime aux idées, doivent déclarer celles et ceux à qui ils sont liés. Nous vivons une époque de grande demande de transparence, j'y souscris, ça ne doit pas être non plus l'époque du soupçon, du grand déballage ou du grand n'importe quoi. Parmi les accusations contre vous, il y a aussi celle d'être le candidat des grands groupes de presse. Alors j'ai une question très précise. Avez-vous, oui ou non, Emmanuel Macron, quand vous étiez secrétaire général adjoint de l'Élysée, favorisé l'attribution de SFR à Numéricable et donc à Patrick Drahi, qui détient aussi BFM TV, RMC, l'Express, Libération? Est-ce que vous avez favorisé Drahi contre Bouygues? Non. Je peux vous l'assurer. D'ailleurs, je pense que tous les protagonistes de ce dossier pourront vous le dire. Et de manière très claire, quand bien même l'aurais-je voulu, l'État n'avait pas 1 euro au capital de cette entreprise. SFR était une filiale à 100% du groupe Vivendi. Donc je vous invite à vous retourner vers M. Fourtou et toutes celles et ceux qui, au conseil de direction, au conseil d'administration et de surveillance, ont eu à décider de la cession à M. Drahi. Moi, je n'ai pu, et surtout à l'époque, le ministre Arnaud Montebourg a joué ce rôle. Les pouvoirs publics se sont assurés justement de la neutralité, de la nature des montages financiers, etc. Mais je n'ai pas interféré là-dedans. La seule fois où, dans mes responsabilités, j'ai eu à connaître d'un dossier de M. Drahi, outre les sujets de télécom, où j'ai à chaque fois mis la pression et rajouté des contraintes pour qu'il déploie des antennes, c'est sur sa tentative de rachat de Bouygues Télécom. Je vous invite à regarder d'ailleurs la une qui avait fait le JDD à l'époque. Je m'y suis opposé. Absolument. Et vous savez, on parle de toutes ces choses-là en permanence. Allumez le soir du grand débat BFM TV, vous verrez que je ne suis pas celui dont on chante les louanges. Achetez cette semaine l'Express, vous verrez que je fais encore une fois la une, dirait peut-être Madame Polony à votre table. À votre avantage. Mais je n'ai pas le sentiment qu'elle soit totalement ma faveur. On va en venir à votre programme Emmanuel Macron, mais juste avant, Macron, vu de l'extérieur, on peut se dire que c'est une start-up de la politique. Vous tentez l'aventure parce que vous aimez la prise de risque. Si ça marche, bingo. Et si ça ne marche pas cette fois, vous ferez quoi? Vous passerez à autre chose? Mais pourquoi voulez-vous que je passe à autre chose? Surtout, les choses ne se passent pas comme ça. C'est pas, je viens pas faire bingo. Moi, je suis convaincu que notre pays doit réussir aujourd'hui. Et qu'on peut le faire en donnant une place à chacun, qu'on peut retrouver Mais la votre force. engagement politique, il est pérenne. Mais mon engagement politique, ça n'est pas parce qu'il est récent, qu'il n'est pas durable. Ça n'est pas Quel parce que qu'il soit est, le résultat de ça l'élection. n'est pas parce qu'il est neuf qu'il est moins intense que d'autres. Moi, je mets mon énergie à faire plutôt qu'à durer. C'est ma grande différence, en effet, avec beaucoup des autres autour de la table de cette campagne. Donc les quelques 230 000 marcheurs que vous revendiquez, vous ne les abandonnerez pas, quel que soit le résultat de la présidentielle? Je ne les abandonnerai pas dans cette présidentielle, je ne les abandonnerai pas pour les législatives, et je ne les abandonnerai pas après. Parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des jeunes qui ont 18 ans, Emmanuel Macron, qui vont voter pour la première fois le mois prochain. Si vous êtes élus, ils devront faire leur service militaire. C'est un service universel d'1 mois, obligatoire pour les filles et pour les garçons âgés de 18 à 21 ans. 1 mois de service, pour quoi faire? Alors 1 mois de service, parce que dans le contexte que nous vivons, celui, on le voit bien, d'une société qui vit des fractures, d'une menace terroriste, il est important de retrouver une forme de creuset national, c'est-à-dire
de retrouver un moment où, d'abord, toute une classe d'âge est réunie et est mélangée, comme c'était le cas au moment du service militaire et en particulier des classes. À un moment où on reçoit justement un discours fort sur les valeurs de la République et le rôle de l'armée. Un moment où on apprend aussi les rudiments militaires. Les militaires disent qu'en un mois, on n'apprend rien, qu'il faut 3 mois minimum. Je vous invite, les politiques disent ça. Vous avez peut-être fait vos services militaires. Absolument. D'aucuns l'ont fait. Les classes, ça durait 1 mois. Et généralement, vous ne recroisiez plus la chose militaire le reste de votre service. Donc tous ceux qui disent ça ont oublié le service militaire qu'ils ont vécu. C'est aussi long que les classes. Voilà. Donc je propose de refaire les classes, ni plus ni moins. Donc évidemment, on ne devient pas un militaire, mais regardez la formation qu'ont aussi les réservistes. Après, ils peuvent mais en fait, c'est pour de, créer du lien et créer du lien entre la nation et les jeunes, c'est ça? C'est pour créer du lien. C'est pas le rôle de l'école, ça, Emmanuel Macron? Non, ça n'est pas le rôle de l'école. L'école, c'est un rôle qui consiste à d'abord recevoir les savoirs fondamentaux. C'est pour ça que dans mon programme, je réinsiste là-dessus. Plus de temps scolaire, en particulier de diminuer le nombre d'élèves par classe dans les zones les plus difficiles. Mais restons sur le service militaire. Mais les savoirs fondamentaux, c'est en effet ce qu'on appelle un début de socialisation. Mais l'école aujourd'hui ne vous mélange plus avec toute une classe d'âge. Elle ne vous apprend pas ce lien profond avec la nation. Et puis l'autre intérêt de ce service national universel d'1 mois, ce sera qu'on pourra y faire des tests justement sur les compétences de base, l'illettrisme ou autre. Aujourd'hui, on a 100 à 150 000 jeunes qui, autour de 18 ans, sortent complètement du système. Ils n'ont plus aucune formation, pas d'emploi. On ne sait pas ce que ça donne. On ne sait pas s'ils n'ont pas des vrais problèmes cognitifs, de compétences. Là, on pourra faire des tests. On aura les rudiments, justement, du secourisme. Et on aura une expérience de vie en collectivité, tous milieux sociaux confondus. Ils vont avoir des grosses journées. Mais ça va coûter combien, Emmanuel Macron? Vous avez annoncé 15 milliards pour les infrastructures et 2 à 3 milliards par an pour le fonctionnement. J'ai donné. Vous savez, c'est toujours important de donner les grandes masses et d'être honnête. Je l'ai dit en même temps que j'ai annoncé ces chiffres. Mon souhait n'est pas d'aller reconstruire des casernes, ça n'aurait aucun sens. On les a vendues il y a 20 ans. Bon. Comme c'est 1 mois, ce sera réparti sur 2 à 3 mois, puisque c'est environ 600 000 jeunes, une classe d'âge. Ils peuvent choisir entre 18 et 21 ans, on fera ça les mois d'été. Donc, on n'a pas besoin de recréer massivement des infrastructures. Donc, je demanderai justement à une commission spécifique, dès le début du quinquennat, d'étudier les modalités précises. Mon souhait est qu'on utilise au maximum les infrastructures scolaires et universitaires pour loger ces jeunes durant le mois, durant l'été. Et donc le coût de fonctionnement, il est entre 1,5 et 2 milliards d'euros, tout au plus. Tout compris, infrastructure et de fonctionnement. Mon point, c'est de vous dire justement, j'ai donné ces chiffres. Et le reste, vous ne le savez pas trop en fait. Mais non, mais le reste, c'est qu'on n'a pas besoin, et mon souhait n'est pas de recréer des infrastructures. Et donc le coût de fonctionnement pour encadrer ces jeunes, qui vient en plus de la trajectoire budgétaire des armées, il est entre 1,5 et 2 milliards d'euros. Voilà. Autre et sujet c'est cela qui sera affiné au début du quinquennat. Mais ça commencera dès le début du quinquennat ou ça commencera vers 2019 avec la loi de programmation militaire 2019-2025? Dès le début du quinquennat, je demanderai à une commission d'en étudier les modalités. À partir du moment où elles seront claires, elles me seront remises au moment, si je suis élu justement de tous ces travaux, c'est-à-dire à l'automne-hiver 2017, nous commencerons dès que les choses seront prêtes, soit à l'été 2018, soit à l'été 2019. Autre sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet important. Un président, il donne un cap, il donne une méthode, il porte une volonté. Les modalités techniques sont ensuite déléguées. Le logement, Emmanuel Macron, vous voulez réformer la taxe d'habitation. Vous souhaitez que 80% des Français en soient exonérés. Ça concernerait 18 millions de foyers. Concrètement, ça va faire au bas mot 10 milliards de moins dans les caisses. Ça affole les maires. Qui paiera la différence? Qui paiera ces 10 milliards? L'État. C'est simple, je fais... Donc les hausses des impôts? Non, pas du tout. Des économies faites. Je fais 60 milliards d'euros d'économies durant ce quinquennat. 60 milliards d'euros. 2 tiers de ces économies sont affectés à la baisse de notre déficit. Parce qu'il faut limiter justement ce déficit et avec lui la dette. 1 tiers, 20 milliards d'euros, ce sont des baisses d'impôts. Et j'en fais beaucoup moins que certains autres candidats parce que je ne suis pas dans la démagogie. La moitié sur les entreprises, la moitié sur les ménages, comme on dit. Et donc, cette part que je fais sur les ménages de baisse d'impôts, la grande part, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Plutôt que d'aller supprimer les tranches supérieures... En tout cas, il n'y aura pas 1 euro de moins pour les maires. Non, je vais y revenir tout de suite, mais plutôt que d'aller supprimer la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, d'aller favoriser le quotient familial des plus aisés, moi, je prends la taxe d'habitation. Pourquoi? Parce que la taxe d'habitation, c'est l'impôt le plus injuste. Si vous habitez un logement avec les mêmes caractéristiques, selon que vous touchiez 1 SMIC ou 5 SMIC, vous payez la même taxe d'habitation. Elle ne regarde pas les différences de revenus. La deuxième chose, c'est que c'est un impôt qui est injuste sur le plan du territoire. Elle est plutôt faible dans les métropoles, elle est plus élevée dans les villes moyennes, les villes-centres de province. Les victimes de cet impôt, ce sont les classes moyennes. Les classes moyennes qui ne peuvent plus se loger à Paris, elles vont parfois habiter à 1 heure, 2 heures de Paris.
dans des villes où la taxe d'habitation, bien souvent, est plus élevée qu'à Paris. C'est la double peine. Donc, je le supprime pour 80% d'entre elles. Un couple qui a 2 enfants, ça fait 5 000 euros net de revenus de référence, 80% des Français. Et c'est totalement corrigé pour les communes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est l'État qui paiera la place des ménages et elles garderont leur liberté de taux par ailleurs. Je voudrais qu'on parle des retraites également. Votre règle, elle est simple en fait. C'est la retraite à points. Alors on cumule des points de retraite et le jour où on part, un point égale une somme d'argent, la même somme pour tout le monde, qu'on soit fonctionnaire, salarié ou indépendant. Mais ça pose le problème du financement. Quand vous aurez besoin d'argent, Emmanuel Macron, pour financer le régime des retraites, vous allez aller le chercher où cet argent ? Est-ce que vous baisserez la valeur du point de retraite et donc les pensions baisseront d'un mois ou d'une année sur l'autre ? Ou est-ce qu'il faudra cotiser plus longtemps, ce qui revient de fait à repousser l'âge de départ à la retraite ? Mais le système se pilotera automatiquement. Il se pilote en Suède et le montant des pensions baisse et monte. Il peut tout à fait. Alors, vous choisissez soit de maintenir le montant des pensions, soit de décaler l'âge. Mais c'est un système. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, mais c'est un système. Quelle est l'importance de cette réforme ? C'est de rendre le système plus juste et plus transparent. Aujourd'hui, le système est injuste en France. Mais moins sécurisé pour les retraités quand même, parce que quand on voit sa pension baisser d'un mois sur l'autre... Mais ça, vous le fixez vous-même dans les paramètres que la loi justement décidera. Je garde un système par répartition. Je le rends transparent et juste. Vous êtes dans le secteur privé. On va calculer votre retraite sur vos 25 meilleures années. Si demain Europe 1 décide de se passer de vos services, que vous allez dans une station qui a un autre statut, si vous devenez peut-être fonctionnaire ou indépendant, vous n'aurez pas les mêmes critères. Je vous défie dans 5 ou 10 ans de savoir reconstituer votre carrière pour savoir quels sont vos droits réels. Vous ne le savez pas. De l'autre côté, un fonctionnaire, on lui prend les 6 derniers mois. Mais ça, on est d'accord. Vous unifiez le régime des retraites. Il y a 37 régimes aujourd'hui différents. J'en fais un seul avec les mêmes règles pour tous. Et ce régime, comme il reste par répartition, eh bien, dans le temps, si moi je décide, si le législateur, et puis dans la durée, les uns et les autres, décident que le plus important, c'est de garder en effet une stabilité du niveau des pensions, eh bien, le paramètre d'ajustement, ce sera soit le niveau de cotisation, soit l'âge. Donc, mais il y aura plus soit sur le niveau de cotisation, soit l'âge. Exactement. C'est bien ça. Mais il n'y a pas de finance magique. Simplement, ça se fera de manière individualisée, lisible, juste et avec un pilotage automatique. Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de faire des grandes réformes qui mettent tout le monde dans la rue ou qui créent beaucoup d'insécurité. Emmanuel Macron, on en vient à la note, à l'addition. Il empile beaucoup de dépenses, disent certains, et comme le titre Le Figaro ce matin, le doute grandit sur le projet économique de Macron. Vous revendiquez 15 milliards de dépenses nouvelles sur le quinquennat et vous prévoyez un plan d'investissement de 50 milliards. Côté économie, vous l'avez dit, vous promettez 60 milliards. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas être frappé par le même mal que François Hollande, celui qui consiste à sous-évaluer dangereusement les dépenses ? Non, d'abord, vous savez, vous pouvez citer Le Figaro, qui est un grand journal du matin, il n'y a pas que Le Figaro qui n'est pas d'une objectivité excessive à mon endroit. Mais moi, c'est ma question. Est-ce que vous ne sous-estimez pas dangereusement les dépenses ? Je suis extrêmement prudent, à la fois sur les dépenses, sur la capacité à limiter ces dépenses et sur les hypothèses de croissance. Puisque vous l'avez vu depuis le début, moi j'ai des hypothèses de croissance qui est le plus important. Qui sont modérées, 4 en 2017, qui finit à 1,8 en 2000%, ce qui est extrêmement modéré. Et justement, je ne surpromets pas. La différence avec le quinquennat précédent, c'est que je le dis dès le début, dès la campagne. Et je dis dès le début que je vais commencer tout de suite avec des économies. Les mesures que je prends sur les priorités qui sont les miennes, l'école, la sécurité, la sécurité, la justice, en plus, 15 000 places de prison, le pass culture à 500. Tout ça, c'est un coût considérable. Non, le pass culture n'a pas un coût budgétaire puisque je le fais financer par les distributeurs et les GAFA. Au total, il y a une vraie inquiétude sur le déficit public, Emmanuel Macron. Et donc vous dites vous resterez sous les 3%. La plupart des instituts disent il n'y arrivera pas. Rexecode annonce une dérive à 4,9% avant de revenir péniblement sous les 3% en 2022. Je vais finir la réponse à votre question initiale. Rexecode dit cela en faisant des erreurs manifestes qui ont été pointées d'ailleurs par nos experts et par Jean Pisani-Ferry qui pilote ce programme, puisqu'elle prend en compte, elle traduit mal la réforme de la CSG que nous faisons, elle met sur mon compte une réforme des retraites durant le quinquennat que je ne fais pas, donc il y a plusieurs erreurs factuelles. Pardon, je vous interromps, mais j'ai regardé quand même Rexecode avec un peu de recul, parce que finalement, pourquoi ils auraient raison et vous aurez tort. Rexecode avait annoncé 1,2 de PIB en 2006, le gouvernement disait 1,5, la réalité c'était 1,1, ils avaient vu juste. Rexecode avait prévu un déficit. Je ne parle pas des hypothèses de croissance, je parle de ce qu'ils disent de mon programme. Un déficit de 4% en 2013, 3,6% disait le gouvernement socialiste, la réalité ça a été 4,3%, donc ils ne sont pas complètement à l'ouest, ils sont même plutôt dans les clous. Mais ils ne sont pas totalement à l'ouest du tout. Je dis que leur analyse est factuellement fausse sur mon programme. Ce qu'ils disent de ma réforme de la CSG ou des retraites est faux. Par contre, ce que je vous dis, c'est que j'ai des priorités. Sur ces priorités, il y a des dépenses supplémentaires. Ces dépenses supplémentaires sont compensées à l'euro par des baisses de dépenses par ailleurs. Donc les 15 milliards en plus sont compensés par 15 milliards en moins
sur justement les autres postes gouvernementaux. Avec peut-être des dépenses qui sont un peu sous-estimées. Là encore, on pourrait parler du coût de... Ça, c'est sur la part de l'État, je vous le dis. Oui. L'État baissera durant ce quinquennat l'ensemble de ses dépenses de 25 milliards d'euros. Ça, c'est le point que je fais. Et donc, compte étant tenu des dépenses supplémentaires, il y aura bien 60 milliards d'euros de baisse durant ce quinquennat de dépenses publiques. Emmanuel Macron. C'est ça qui m'importe, avec des méthodes extrêmement simples, une responsabilisation. Ça commencera dès le début du quinquennat et pas X années après. Et ce sera aussi une méthode nouvelle de responsabilité. Je l'ai dit, et ça c'est profondément neuf. On a compris. Je suis allé devant les maires. Là Attendez, où il nous reste 30 secondes. là où Une d'autres question très candidats concrète se qui sont intéresse les déballés, auditeurs, s'il vous plaît. moi, j'ai expliqué aux maires que je demandais 10 milliards d'euros durant le quinquennat de baisse des dépenses, et les ministres seront responsables, et j'évaluerai année après année les ministres sur leur capacité vous avez déjà eu à l'occasion baisser de les l'expliquer. dépenses. Dernière question, rapidement, pour cette première partie. Le prélèvement à la source de l'impôt sur les revenus est prévu pour le 1er janvier prochain. Il se dit que vous êtes pour la réforme et que vous souhaitez la faire entrer en vigueur plus tard. C'est vrai ou pas? Je souhaite qu'on expérimente au 1er janvier prochain. Donc expérimentation. Mais je ne souhaite pas qu'elle soit généralisée tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il y aura immanquablement des loupés techniques. Et je n'ai pas envie de plonger le pays dans l'incertitude. Mais elle se fera, totale. cette réforme. Je C'est pense pas un que enterrement discret. Non, je pense que c'est une bonne réforme, donc elle se fera. Mais elle se fera avec la méthode décidée, c'est-à-dire d'expérimenter, de regarder les problèmes, de les corriger. Pendant combien de temps ? La première année. Et donc si les choses sont 2019, prêtes alors ensuite. Ce sont des sujets éminemment techniques. Je dis juste, je ne vais pas généraliser quelque chose dont je ne suis pas certain de la robustesse technique. Merci Emmanuel Macron, vous restez avec nous dans quelques minutes, vous répondrez aux questions politiques de Fabien Damias sur Europe 1. A tout de suite pour réagir, c'est élection au pluriel 2017, le hashtag. Europe 1, 7h57. Europe 1, matinale spéciale présidentielle. Je suis